Salut, c'est Loïc, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo immobilière et aujourd'hui je vais te parler tout simplement de location courte durée et de location saisonnière. Je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir au niveau des obligations avant de démarrer une activité comme celle-ci. Parce qu'il y a des amendes qui en découlent et il faut vraiment faire attention de faire les choses dans les règles. Donc on va se retrouver tout de suite derrière le PC pour que je te fasse un focus sur tout ça. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve derrière le PC pour faire un aperçu des règles qui s'appliquent aux locations courte durée et aux locations saisonnières. On est en janvier 2017 et je te rappelle que je t'invite toujours à aller vérifier auprès de ta mairie et auprès du service des impôts que les règles que je t'explique dans ces slides sont toujours d'actualité. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cet aperçu? On va voir tout d'abord si tu loues ta résidence principale, ce qui en découle, si tu loues ta résidence secondaire, ce qui en découle, et également les obligations fiscales. Alors on va démarrer d'abord avec si tu loues ta résidence principale. Il y a deux cas de figure qui vont s'appliquer. Soit tu loues ta résidence principale dont tu es propriétaire. Là, il n'y a pas de restriction particulière de secteur, c'est-à-dire que tu as déjà sûrement entendu parler des zones sur lesquelles on n'a pas le droit de faire de la location dite saisonnière ou de courte durée, comme par exemple Paris, pour citer le secteur qui a été le plus médiatisé. Eh bien, quand tu loues ta résidence principale, ces restrictions ne s'appliquent pas. Par contre, tu vas avoir d'autres restrictions qui vont s'appliquer, qui vont être les mêmes pour tout le monde et tout le temps, notamment une limite annuelle de 120 nuits. En fait, j'ai mis 120 jours parce que la loi parle de jours, mais en réalité, on va parler de nuits, de 120 nuits par an qui vont être imposées. Si tu loues plus de 120 nuits, ça va être directement les règles apposées à la résidence secondaire qui vont s'appliquer. Si tu loues moins de 120 nuits, il n'y a aucun problème, ce sont ces règles-là qui s'appliquent. Le gros avantage de ça, c'est que tu n'as même pas besoin de te déclarer en mairie. En fait, la seule chose que tu vas avoir à réaliser, c'est tout simplement d'aller directement sur les sites de location et de mettre ton bien en location. Par contre, il faut faire attention, cela ne t'empêche pas et ne t'autorise pas à ne pas déclarer aux impôts les sommes que tu perçois. Les sommes que tu perçois sont à déclarer aux impôts comme si tu louais ta résidence secondaire. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure, c'est si tu es locataire. Alors si tu es locataire, c'est un petit peu plus restrictif, il faut faire très attention. Il faut d'abord obtenir une autorisation écrite du propriétaire du bien sous peine de résiliation du bail. C'est-à-dire que si le propriétaire du bien découvre que tu fais cela, il aura le droit de te résilier le bail sans avoir d'autres raisons que celle-ci. Donc il faut y faire très attention. De plus, ça peut déclencher en fait des amendes puisque tu vas réaliser une location dans un bien qui ne t'appartient pas. Tu peux passer au tribunal pour ça, donc c'est quelque chose que je déconseille très fortement. Par contre, c'est comme si tu louais une fois que tu as ton autorisation, c'est comme si tu louais et que tu étais propriétaire. Tu n'as pas besoin de te déclarer en mairie comme meublé de tourisme. Tu vas être toujours limité donc à 120 jours par an, sinon les règles de la résidence secondaire vont s'appliquer. Par contre, si tu loues actuellement un logement social et que tu comptes le mettre en location en courte durée, sache que c'est une interdiction pure et dure. Il n'y a pas du tout de possibilité lorsque tu loues un logement social, la loi est très claire là-dessus. Donc dans ce slide, on vient de voir le cas où tu loues ta résidence principale et maintenant on va voir le cas où tu loues une résidence secondaire. Donc voici le cas où tu loues une résidence secondaire. Alors il y a d'abord une déclaration en mairie obligatoire. Pour cela, il faut remplir un CERFA officiel qui va être déposé donc dans ta mairie et en retour, tu obtiens une attestation. Si tu souhaites obtenir ce CERFA facilement, je te mets un lien dans la vidéo où tu pourras le télécharger directement. Il faut savoir que si tu ne fais pas ta déclaration, cela équivaut à une amende de 450 €. Ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est que tu interroges la copropriété, parce qu'elle peut refuser la location en courte durée. Alors c'est très rare, c'est souvent dans des copropriétés de grand standing, mais moi je sais qu'avant d'acheter un bien, j'interroge toujours la copropriété et je demande impérativement à avoir une attestation, comme quoi j'aurai le droit de faire de la location en courte durée. Cela permet à la fois de se sécuriser et puis aussi d'annoncer tout de suite que tu feras de la location courte durée. Ça évitera que la copropriété le découvre à son insu, c'est pas forcément le but.
Je dis souvent qu'il faut être assez transparent et assez clair sur ce qu'on fait. Ça sert à rien de se camoufler. De toute manière, si ils le prennent mal, à un moment ou à un autre, ce sera un litige. Donc autant qu'il soit bien au fait de ce que tu fais dans ton bien. Ensuite, il faut faire attention quand tu loues une résidence secondaire parce qu'il y a certaines villes qui sont concernées par une demande de changement d'usage du bien. C'est-à-dire que d'abord, tu vas faire ta déclaration en mairie et ensuite, il faudra faire une demande de changement d'usage du bien. Alors ça, au moment où tu fais ta déclaration en mairie, ta mairie te prévient qu'il faut le réaliser. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est absolument l'anticiper parce que si tu dois le réaliser, il vaut mieux être au carré avant même d'acheter ton bien, sinon ça peut être une surprise. Alors pour ça, en fait, tu as une liste qui existe des communes concernées. Si tu veux, je vais te mettre un lien aussi dans la vidéo pour le télécharger facilement. Comme ça, tu pourras accéder à la liste et savoir si ta commune est concernée ou pas. Donc ce sont toutes les villes de plus de 200 000 habitants. Ce sont également des zones tendues, donc des villes qui sont dans les 50 000 habitants, mais qui sont déclarées comme des zones tendues au niveau du logement. Et dans certaines villes, il faut faire attention parce que cela peut se traduire par une compensation. Et dans d'autres, tout simplement par une demande supplémentaire, comme je te disais juste avant. Donc quand c'est une demande supplémentaire, elle est valable 2 ans, il faut la renouveler. Et quand c'est une compensation, eh bien, il faut voir directement avec la mairie parce que, en gros, ça équivaut à acheter une même surface de locaux commerciaux que tu vas retransformer en local classique. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais il y a des solutions pour ça. Il y a des bailleurs notamment qui te louent des parts dans leurs immeubles, etc. Enfin, qui te vendent des parts dans leurs immeubles. Mais pour cela, en fait, il faut vraiment interroger ta mairie. Donc moi, ce que je te conseille, si tu sais pas trop comment ça se passe dans ta ville, et notamment si elle est citée dans la liste que je te fournis dans cette vidéo, eh bien, interroge directement ta mairie. Ils te donneront la marche à suivre pour pouvoir démarrer une location saisonnière ou une location courte durée. Il faut y faire attention parce que ce sera surtout un surcoût par rapport à ta rentabilité. Donc, il faudra le prendre en compte avant de démarrer ton activité. Donc voilà, donc là on a vu ce que tu devais respecter lorsque tu loues une résidence secondaire. Maintenant, on va parler notamment des obligations fiscales. Maintenant, nous allons voir les obligations fiscales. La première obligation fiscale, c'est de déclarer tes revenus. Donc tes revenus, ils vont se déclarer comme de la location meublée classique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être soit au microbic, soit au réel. Donc je te rappelle en 2 mots, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais que la location meublée, en fait, répond aux bénéfices industriels et commerciaux et non pas aux fonciers. Et donc, ça ne se déclare pas de la même manière sur ta feuille d'impôt. C'est assez simple, mais je te ferai, si tu veux, un focus dans une autre vidéo. Tu as le choix donc entre le microbic qui sera en gros un forfait où tu auras 50% d'abattement sur ce que tu rentres, ou bien au réel, c'est-à-dire que tu pourras déduire l'ensemble de tes charges et même un peu plus, dont l'amortissement du bien, etc. Il y a un cas particulier qui est si tu fais classer ton bien en meublé de tourisme. Alors c'est assez simple, hein, il suffit juste, il y a des organismes qui sont chargés de ça, de le faire classer comme un hôtel avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Et une fois que tu auras cela, ça te permettra au moment de ta déclaration d'impôt, si tu optes pour le microbic, donc qui est d'ailleurs, je le rappelle, le microbic, c'est dès l'instant où tu fais une déclaration, le forfait minimum, enfin le forfait auquel on te met, et il faut demander une dérogation pour passer au réel. Bref. Le cas particulier donc du classement en meublé de tourisme, eh bien ça va te permettre de non plus avoir, comme je le disais juste avant en microbic, 50% d'abattement, mais 71% d'abattement. Donc c'est plutôt un avantage fiscal sympa. Il faut savoir quand même que souvent le réel est plus avantageux. Mais comme je viens de te dire, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc la première obligation, c'est de déclarer tes revenus. Donc ce qu'il faut par contre pour pouvoir déclarer tes revenus, c'est au moment où tu vas créer ta location, au moment où tu vas démarrer ta location, c'est d'aller directement au centre des impôts. Et au centre des impôts, ils te feront remplir un document qui te permettra de pouvoir te déclarer. Ensuite, il y a la taxe de séjour. Donc la taxe de séjour, c'est à toi de la prélever. Tu vas la prélever et la redonner à ta commune, ou bien à ton agglo, ou bien à tout simplement la communauté de communes. Ça dépend comment est organisée ta commune. Pour savoir qui le perçoit, il suffit d'appeler ta mairie et ta mairie va te le dire. La taxe de séjour s'entend donc par nuit et par personne. C'est-à-dire que, par exemple, si tu loues 100 € une nuit, eh bien, si par exemple la taxe de séjour est de 30 centimes, eh bien, s'il y a 2 personnes dans le bien, tu auras 60 centimes de taxe de séjour.
La taxe de séjour, ça c'est une obligation, elle doit apparaître distinctement sur ta facture. C'est-à-dire que quand tu vas émettre ta facture, si tu loues, alors moi c'est vrai que j'ai tendance à faire des prix avec directement la taxe de séjour inclus, donc c'est-à-dire que par exemple 100 € la nuit, mais au moment où je fais ma facture, je facture 99,70 € ma nuit et je facture 30 centimes directement de taxe de séjour. Alors, si tu veux savoir quel est le montant de taxe de séjour de ta commune, ou bien tout simplement si ta commune, dans ta commune, tu as l'obligation de prélever une taxe de séjour, il suffit juste de te rendre sur taxeséjour.impôt.gouv.fr et cela te permettra de savoir directement si tu es concerné ou pas et quel en est le montant. Alors ensuite, on va parler de la contribution foncière des entreprises, la CFE. Donc la contribution foncière des entreprises, c'est aussi une obligation. Alors moi, je te conseille de réclamer directement le document et de le remplir en même temps que tu iras aux impôts pour faire ta déclaration d'activité de loueur en meublé, comme je disais, pour déclarer tes revenus. Tu fais la demande en même temps pour cela, ça va t'éviter d'y retourner. Et la contribution foncière des entreprises, en fait, c'est toutes les entreprises d'une commune qui doivent la régler. Donc la première année, de toute façon, tu en es exonéré, mais tu as l'obligation de te déclarer dès la première année auprès des services fiscaux. Ensuite, tu as la taxe foncière. Donc ça, la taxe foncière, tu la recevras directement. Donc ça, elle est due, bien sûr. Ensuite, tu as aussi la taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation, surtout, elle n'est pas à régler lorsque tu fais de la location saisonnière ou de la location en courte durée si tu n'habites jamais le bien. C'est-à-dire que si tu n'y dors pas, eh bien tu n'as pas à régler la taxe d'habitation parce que c'est une taxe sur le fait que tu y habites. Par contre, si c'est par exemple une location saisonnière que tu mets un coup en location, un coup tu en profites, là tu dois absolument régler la taxe d'habitation. Alors moi, je vais te donner un exemple, je n'habite jamais dans mes appartements, mais j'ai reçu quand même la taxe d'habitation, donc dans ce cas-là, il suffit de faire un petit courrier aux impôts pour leur expliquer la situation et ils t'annulent ta taxe d'habitation, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une nouvelle règle, qui va s'appliquer à partir de 2017, qui est le RSI pour les loueurs qui vont percevoir plus de 23 000 € par an. Alors, il y a des méthodes pour pouvoir optimiser ce RSI, mais effectivement, c'est dans la loi de finances 2017, il a été ajouté le fait que les loueurs en meublé de tourisme allaient devoir s'affilier au RSI s'ils percevaient plus de 23 000 € par an. Si tu veux, je te ferai un petit focus là-dessus sur une prochaine vidéo parce que c'est assez important, c'est-à-dire qu'il faut anticiper pour pouvoir optimiser au mieux ce passage au RSI. Alors, il y a quand même des avantages, même si il y a surtout un inconvénient qui est que ça va coûter un petit peu d'argent, même si on a une belle rentabilité sur nos biens, ce sera toujours quelque chose qui sera prélevé en plus, donc c'est jamais bon. Par contre, le gros avantage qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, c'est que cette activité va te permettre également de cotiser pour la retraite. Alors c'est vrai que quand on fait de l'immobilier, moi si je fais de l'immobilier, c'est parce que je compte pas forcément sur la retraite de l'État, mais peut-être qu'un jour on reverra une partie de notre argent, on verra bien. Voilà, donc on a vu l'ensemble des obligations fiscales que tu as à remplir et lorsque tu te mets en location en courte durée. Donc ce qu'il faut, c'est que tu n'hésites pas à interroger directement le service des impôts si tu te poses des questions supplémentaires. Tu peux aussi m'envoyer des messages, hein, j'ai fait un aperçu de l'ensemble, mais c'est vrai que sur chaque point, on pourrait détailler encore un petit peu plus. Alors, je vais te remercier d'avoir suivi ces slides. N'hésite pas à te connecter sur le www.business-immobilier.fr. Je vais t'offrir mon guide sur l'entrepreneuriat et l'immobilier. C'est entièrement gratuit et ça va te permettre de prendre le bon état d'esprit pour pouvoir te mettre à entreprendre ou bien à passer à l'action dans l'immobilier. Si tu te poses des questions, n'hésite pas à les mettre un petit like sur ma page Facebook. D'ailleurs, même si tu t'en poses pas, n'hésite pas non plus à aller mettre un petit like. C'est Loïc Business Immobilier. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Je m'efforcerai d'y répondre dans mes prochaines vidéos. Ça me permettra de me guider et de mieux me rendre compte des questions que tu te poses. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!